Merci Jean-Luc pour cette rapide présentation. Je pense que cette communication va en partie faire écho à la précédente, puisque je vais mentionner des documents qui ont déjà été mentionnés. Je vous montrerai le testament de Peyronel en particulier au passage. La chronologie est peut-être un petit peu plus longue que pour certaines communications. J'ai souhaité commencer en 950, mais je pense qu'hier, Sébastien Frey a bien montré l'importance de la seconde moitié du Xe siècle, en particulier ce qu'on peut quasiment appeler le principat épiscopal d'Étienne II, qui correspond aussi à une accélération de la production documentaire. Quelques éléments en introduction de lexique pour désigner plus précisément ce que j'entends par écrit documentaire. C'est un terme qui est un petit peu vaste. On peut lui donner une acception stricte, les chartes, en gros, les actes juridiques qui sont consignés par écrit. Mais on peut aussi avoir plus largement une acception large qui va au-delà des simples actes de la pratique, les transactions, les accords, etc., et qui comprend d'autres actes diplomatiques, c'est-à-dire qui ont une forme juridique qui confère à ces actes une forme d'authenticité ou d'identification. En particulier donc les diplômes qui soient d'ailleurs impérieux, il n'y en a pas. Enfin si, il y en a un, mais je le laisserai de côté. Mais les diplômes pontificaux, les diplômes épiscopaux, d'une certaine manière, on peut considérer qu'il y en a. Et quelques diplômes royaux, mais qui n'appartiennent pas à la strate de la production endogène, en tout cas. Et puis on va ajouter des éléments qui sont peut-être moins nobles dans la production écrite, des écrits de gestion, on a déjà vu des censiers, et plus au-delà de ce qu'on appelle les écritures grises, qui sont peut-être des brouillons, des documents qui n'auraient pas dû parvenir à la postérité, qui étaient considérés comme des brouillons, des états intermédiaires, mais qui, par le hasard de la conservation, sont néanmoins parvenus jusqu'à nous, et fort heureusement. Et puis j'ajouterai aussi à la charnière d'une documentation plus littéraire, d'une part les lettres, qui renvoient tout de même à des réalités, à des pratiques sociales de l'écrit, et même j'évoquerai, on verra pourquoi, la question des chroniques, qui pour l'essentiel sont étrangères à l'Auvergne, et des cartulaires chroniques, on en a quelques exemples en Auvergne, qui sont en fait un mélange ou une association entre une structure narrative qui encadre l'autre type de documents, c'est-à-dire des chartes ou des notices, donc des documents diplomatiques ou des écrits documentaires au sens plus strict. Et tout ça a replacé dans le cadre de ce qu'on a appelé depuis une vingtaine d'années la révolution de l'écrit, c'est-à-dire d'une part l'augmentation significative du nombre d'écrits produits conservés et aussi de scripteurs qui ne sont plus seulement ecclésiastiques et qui sont davantage laïques, en tout cas à partir de la seconde moitié du XIIe siècle en particulier. Et donc, au-delà de toutes ces distinctions lexicales, on peut considérer que ce qui sera le point commun entre ces différents types de documents, c'est la désignation de realia, de choses qui appartiennent au monde réel, essentiellement seigneurial, y compris dans sa nature ecclésiastique, sa dimension ecclésiastique, par opposition aux sources littéraires, dont je ne parlerai presque pas, mais il y a une petite nuance. Et au-delà des sources littéraires de type chronique ou annales, également les vies de saints, mais vous verrez que je serai quand même amené à les effleurer également. Et je laisse aussi de côté l'épigraphie, mais qui de toute façon pour la période considérée est tout à fait minime dans notre région. Ma communication comportera trois éléments successifs. D'abord, quelque chose de relativement classique sur les supports, parchemins et autres, et surtout sur la tradition manuscrite, parce qu'on va voir qu'en gros, moins de 10% des documents dont je vais parler sont conservés en originaux au sens strict. Ensuite, quelques éléments sur la typologie des sources documentaires pour la période entre 950 et l'orée du XIIIe siècle. On a bien vu qu'il faut vraiment déborder jusque vers 1215, la campagne de Philippe Auguste, l'explosion de l'écrit documentaire pour le coup avec un degré exponentiel à partir de l'épiscopat de Robert d'Auvergne qu'on a mentionné à l'instant. Et puis, on peut aussi ajouter du point de vue architectural, les fameuses maisons romanes de Montferrand ou de Clermont, rue des Gras ou des Chaussées, sont probablement des toutes dernières années du XIIe ou des toutes premières du XIIIe. Donc cette chronologie est tout à fait opérante, y compris du point de vue des sources textuelles, en regard des sources archéologiques, en particulier du bâti. Et puis, je vois une coquille sur mon diaporama, j'aborderai à la fin une question très générale, pourquoi l'écrit ? Pourquoi est-ce qu'on écrit ? Et je montrerai différents exemples, en particulier de concordance et de discordance des écrits. Et à la manière du décret de Gratien, il faudra essayer de trouver un moyen de résoudre ces contradictions internes. Et je prendrai un exemple qui devrait vous plaire, parce que ce sera Mauriac. Voilà. Avec une profondeur chronologique et documentaire très longue.
Alors d'abord, les supports, la tradition manuscrite, c'est des choses peut-être évidentes, mais il n'est pas inutile de les rappeler. Tous les originaux pour cette période sont forcément sur parchemin. Le papyrus a disparu depuis le 7e siècle. Le papier n'apparaît que pour des écrits gris et non pérennes, assez tard dans le XIIIe siècle, mais évidemment les comptes des consuls de Montferrand en font partie à partir de 1258-59. Donc ce n'est pas du tout anodin dans notre région et plus généralement dans les comptabilités consulaires du Midi. À côté de ces originaux, on peut disposer de copies figurées ou pseudo-originaux. Alors, je vous en montre un tout de suite. Bon, ça, c'est des originaux, l'un du 10e, l'autre du 12e. Il n'y a aucun doute, ce sont des parchemins dans un état de conservation inégal. Mais bon, il n'y a pas de difficulté, ce sont des originaux sur parchemin. Alors, il y a des trucs assez bizarres. C'est les pseudo-originaux. Alors, j'en montre un. C'est la fondation de Chantelle, qui est conservée, on ne sait pas trop, pour question du nom de bénéfice à l'époque moderne, dans le fond de la Sainte-Chapelle d'Orion. Et là, on a un document qui, par le formulaire, est absolument conforme à sa période de rédaction supposée qui est 936, mais on a une écriture qui est du début du XIIe. Mais tous les éléments formulaires, prosopographiques, institutionnels collent. Donc, est-ce qu'on a reconstitué un original de mémoire? Est-ce que c'est une copie pour un usage particulier? Je ne sais pas. Mais voilà, on peut aussi avoir ce genre de document déroutant de prime abord, à condition d'en faire une critique serrée pour dire qu'on peut le garder ou non. Moi, je garde tout dans ce document, finalement, après des années de doute. Ensuite, on a des copies qui peuvent être médiévales ou non, ou plus tardives. Donc, selon l'époque et la qualité de la copie, ces copies seront sur parchemin ou sur papier, y compris à partir du XIVe siècle. Et puis, donc des copies, voilà. Et puis, à partir du XVIe, surtout du XVIIe siècle, on a ce qu'on peut appeler les copies d'érudits, qui sont motivées par un procès à l'époque moderne, qui peuvent être motivées aussi par une pure érudition, avec des religieux souvent qui constituent l'histoire de leur ordre, de leur monastère, etc. Et là, je vous montre un document qui est encore inédit, qui avait échappé à Chelles de la Varenne, qui est une bulle du XIIe, qui m'a été communiquée par un étudiant, qui est donc la Bible pour Menat en 1107, qui est très intéressante pour un tas de raisons. D'abord, on a une liste très précoce d'églises qui appartiennent à l'abbaye de Menat. 1107, c'est très tôt dans les listes. On a encore des bulles au début du XIIe qui sont dépourvues de liste. Et puis, par exemple, on a tout simplement l'une des étapes du voyage du pontificat de Pascal II. On a la date précédente à Souvigny, quelques jours auparavant, et l'étape suivante, c'est Saucinange, donc c'est parfait. On a un jalon supplémentaire qui avait échappé à Beate Schilling, qui en a fait l'itinéraire, par exemple. Donc c'est toujours intéressant aussi d'aller voir les archives modernes. Évidemment, la difficulté, c'est qu'il faut lire ces écritures que même la plupart de mes collègues modernistes n'arrivent pas à lire. Alors, donc des originaux, des copies de différentes périodes, etc. Mais donc une proportion d'originaux qui est faible. Pour les actes épiscopaux entre le Xe et le XIIe siècle, on a un tiers d'actes conservés en originaux, ce qui est pas mal. Mais si on rapporte les originaux à l'ensemble de la production documentaire, à la louche environ 2500 textes, entre 950 et 1200, on est certainement autour de 10%, mais plutôt en dessous, ne serait-ce que parce que les gros massifs documentaires, les cartulaires de Brioude et Saucinange par exemple, ne sont connus que par des copies 17e, à l'exception de quelques actes. Donc, on doit faire avec. Dans les copies modernes, je vous montre un exemple assez amusant. Voici deux copies du même document, de deux érudits à quelques années d'intervalle. Il y a peut-être 20 ans d'écart, 25 ans entre les deux. L'une de 1676 par Don Estienneau, l'autre de Don Béral, qui était un moine local et donc beaucoup plus au fait des pratiques locales. Et le Don Béral a fait une copie figurée, ce qui fait que lui ne comprenait pas tout, mais nous on peut tout lire à partir du moment où il a fait une quasi-photocopie en fait, du document. Donc vous voyez l'évolution aussi des pratiques chez les érudits au XVIIe et XVIIIe siècle qui donnent des résultats bien meilleurs. Voici toujours dans le domaine de l'amélioration de la qualité du travail, à la fin du XVIIIe sous Louis XVI, la deuxième copie du cartulaire Saucinange, malheureusement inconnue de Doniol, car elle était non classée à l'époque. Et là, on a une quasi-copie mimétique, toutes les graphies sont respectées. Quand on a AE, E cédillé ou E, on distingue, il y a même des pieds de mouche qui apparaissent, qui donnent probablement une indication sur la chronologie de la réalisation, de la confection du cartulaire au début du XIIe, etc. Et puis donc, voilà un texte occitan connu, insensible.
Donc, on travaille quand même beaucoup avec des copies, et il faut toujours répéter que les pépites, les documents qui nous ont échappé, même du 11e, ils sont là, dans ces collections du 17e, les affreux papiers qu'on peut voir sur Gallica, sur le site de la BNF en particulier. On ne trouvera plus d'originaux, peut-être quelques-uns du 12e, mais par contre, des inédits, on les trouvera dans des copies modernes. Alors, donc, le bilan de tout ça, c'est qu'on a une relative rareté des originaux. Et puis, on peut avoir aussi, à côté des documents qui ont été enregistrés dans les cartulaires, quelques originaux, des chartes ou des notices séparées, restés sur parchemin ou connus par des copies ultérieures. Mais en général, la rédaction d'un cartulaire entraîne la disparition des originaux. C'est le cas pour Brioude, c'est le cas pour Saucilange. Encore qu'à Saucilange, il y a eu plusieurs épisodes fâcheux, le passage de la Ligue au XVIe siècle, et puis un auto-da-fé en 1793 qui a un peu accéléré la perte. Mais on ne sait rien sur Saucilange au XIIIe siècle. Alors pour d'autres abbayes, je sais pas, je pense à Saint-Allier, on a des milliers de chartes au XIIIe siècle. C'est quand même dommage, mais c'est comme ça. Et donc, on a des établissements qui sont très bien documentés entre le 9e et le 12e de Brioude à Saucilange, et puis rien par la suite. Donc, des gisements documentaires importants. Brioude, alors plus ou moins 400-450 actes avec les copies qui ne sont pas dans l'édition de Niol, mais qui sont néanmoins dans l'édition Baudot, plus des chartes qui leur avaient échappé. Pour Saucilange, alors Arlette a bien rappelé tout à l'heure que le décompte des chartes s'arrête en 1979, mais il y a beaucoup de doublons et même de triplets, donc il faudrait faire le calcul. Et puis il y a des actes qui ne sont pas absolument diplomatiques, il y a les censiers, des choses comme ça. Un exemple plus modeste, Pébrac, donc couvent de chanoines réguliers qui est fondé dans les années 1060. On a environ 80 actes entre la seconde moitié du 11e et la fin du 12e. Donc c'est beaucoup plus modeste, mais ça fait quand même un petit corpus intéressant, y compris du point de vue linguistique, notamment dans les souscriptions. Alors, je donne un contre-exemple, c'est le cas de Clermont. Quand je dis Clermont, c'est ce que Sébastien Frey appelait Grélois dans la bibliographie hier. Alors, il y avait Saucilange, Brioude, j'aurais préféré qu'ils disent Clermont. Clermont, c'est donc l'édition du chartrier de l'église de Clermont, sans distinction d'ailleurs entre évêque et chapitre, pour les 10e et 11e siècles, en gros. Là, on a la chance de conserver, en gros, si on comprend le 12e, à peu près 120 documents, c'est pas rien, mais du coup, on n'a pas de cartulaire. Et c'est peut-être précisément parce qu'il n'y a pas de cartulaire qu'on a conservé des originaux. Alors en réalité, il faut nuancer ce propos, parce qu'à Clermont, on dispose de ce qu'on appelle un cartulaire en rouleau. Alors l'équipe d'Euro-Toulouse va me dire que c'est pas un cartulaire. En tout cas, c'est un document qui enregistre une trentaine de documents, moitié connus en originaux, moitié connus seulement par ce cartulaire ou par des copies modernes, sous la forme d'un rouleau, avec vous voyez, des coutures qui permettent d'agencer verticalement les peaux cousues les unes aux autres. Donc un document qui a été égaré, qui a été retrouvé il y a 2 ans, mais qui était longtemps resté dans un carton neutre sans étiquette, en haut d'une armoire, dans le bureau de l'ancien archiviste. Voilà. Mais on l'a retrouvé, on est content. Donc un très beau document qui pour la scripta est fantastique. Enfin, voilà. Donc on a un cartulaire en rouleau, mais qui n'est pas mais qui est très précoce. C'est le plus ancien de France, hein, par ailleurs. Ça a été prouvé par le groupe de Rotulus. Et par contre, il est fort possible qu'il y ait eu un projet de cartulaire ou un autre cartulaire, parce que, je vais essayer d'attraper la bonne diapo, c'est un peu foutraque mon diaporama, parce qu'on a des mentions dorsales avec des codes numériques en chiffres romains qui vont de 1 à 151, voilà. Et sur ces 1 à 151, je crois qu'on a gardé, j'avais fait le calcul, 37% des documents originaux. Donc ces codes numériques, dont on perçoit un petit peu la logique, hein, c'est d'abord le trésor, les éléments du trésor, ensuite les grands états du temporel de la cathédrale, ensuite des chartes plus ordinaires. Ces codes numériques sont tout à fait conformes à ce que Jean Berger a montré pour le cartulaire le Liber de Honoribus, le premier cartulaire de Brioude, qui a totalement disparu dans une histoire rocambolesque au XVIIe siècle, mais dont on a gardé en originaux sur parchemin que les tables. Et ces tables
faite également vers 1100. À Clermont, le document le plus récent qui a une cote, c'est 1097. Donc à Brioude et à Clermont, on a sans doute le même projet d'inventaire ou de cartularisation, l'un n'étant pas exclusif de l'autre. Voilà. Donc soit c'est un inventaire, on numérote tout simplement les documents, soit on a prévu des numéros de charte, comme on les a dans les cartulaires, à commencer par Saucilange, qui est probablement compilé dans le premier quart du 12e avec des éléments ultérieurs. Donc, une documentation qui repose sur des originaux, des cartulaires. Et attention, quand on parle des cartulaires de Brioude ou de Saucilange, malheureusement, on les connaît que par les copies 17e, voire 18e pour la meilleure, pour Saucilange. Une information au passage, c'est un principe de diplomatique que les chartistes connaissent, mais qui est contre-intuitif. Mieux vaut une bonne copie 18e qu'une mauvaise copie 13e. Voilà. On va en voir d'ailleurs peut-être des exemples. Et dans le cas de Saucilange, c'est très net. Et donc, je m'engage dans les années à venir à faire une nouvelle édition de Saucilange à partir du manuscrit des Archives nationales, si tout va bien. Donc voilà à quoi ressemble un cartulaire. Alors je vous montre les cartulaires de Cluny avec des actes qui concernent l'Auvergne, mais je ne peux pas vous montrer les cartulaires de Saucilange ou de Brioude parce qu'ils n'existent plus. Ou alors ils sont quelque part. On peut toujours espérer qu'on remettra la main dessus un de ces jours, comme sur le cartulaire de Chamalières-sur-Loire en Velay qui est reparu il y a quelques années. Et quant au cartulaire de Pébrac, qui est dans les mains de l'évêché, les préfets successifs n'ont jamais osé envoyer la maréchaussée pour obliger les évêques, y compris l'évêque chartiste, à restituer un bien qui aurait dû être rendu en 1905. Mais c'est une autre histoire. Donc voilà un cartulaire. Donc le principe du cartulaire, c'est qu'on met au propre un document, on le rubrique, c'est-à-dire qu'on lui donne un titre en rouge et on le numérote. Vous voyez ici le numéro 353, 43, etc. Alors, illustration du principe que j'ai indiqué. En général, quand on a le cartulaire, on n'a plus d'originaux. Je prends l'exemple de Pébrac. Donc Pébrac, environ 80 chartes. Mais on a conservé 2. Et alors, le document qui figure sur la partie gauche ici, il est dans le cartulaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que la version ici, qui vient du fonds Paul Leblanc et qui s'est retrouvée aux archives départementales, est dans un état linguistique beaucoup plus brut. Et on voit que la cartularisation a légèrement aplani les particularités linguistiques. Donc on peut toujours voir la différence qu'il y a entre un original pour le coup et l'enregistrement même proche dans le temps dans le cartulaire. Et le deuxième, c'est un document qui fonctionne Pébrac, mais il n'est pas dans le cartulaire. Donc on sait aussi qu'il y a une sélection des actes dans les cartulaires qui peut être motivée par une raison claire ou totalement incompréhensible pour nous. Donc chartrie et cartulaire, on a des chartes à Cluny, on a des chartes à Clermont, mais le corollaire, c'est que de l'autre côté, finalement, on a très peu d'originaux quand on a les cartulaires. Donc pour Brioude et Saucilange, on n'a rien. Clermont, il y a eu un cartulaire en roule, il y a peut-être eu un cartulaire début 12e avec ses codes numériques, mais j'en ai très pas ma main coupée. Et puis il faut ajouter aussi que l'Auvergne est renseignée par des établissements extérieurs à l'Auvergne, mais qui sont possessionnés en Auvergne. Et évidemment Cluny, dont on a déjà parlé, qui est dans le diocèse de Mâcon, mais totalement libéré de l'évêque de Mâcon. C'est juste une localisation. Le cartulaire de Conques, qu'on a déjà mentionné. Quelques chartes, cartulaire de Lérins, diocèse de Fréjus pour le Brivadois. Et j'en oublie certainement. Oui, j'ai oublié de mettre important Tournu, qui a des possessions en Auvergne assez importantes, surtout dans le nord-est. Et puis le Ultio en Italie, ou je sais pas comment on dit, en piémontais, en franco-piémontais, je sais pas comment on parle, comment on désigne la langue de cette région, diocèse de Turin, mais qui a beaucoup de liens avec l'Auvergne et qui a laissé une documentation assez intéressante fin 11e et 12e. La Chaise-Dieu, pas de cartulaire. Non. La Chaise-Dieu, c'est très étonnant. On a un chartrier qui est très épars. Sur la Chaise-Dieu, et même pas grand-chose. Sur les prieurés, davantage. Mais c'est un faciès archivistique qui est très déroutant. Les 3 cartulaires, donc ABC, pour la période qui nous intéresse, pour Cluny. L'intérêt des versions aussi de Cluny, je montre ici un exemple assez rapidement. À quoi on a affaire quand on a un document 2036 ici? En fait, on a 2 versions dans le cartulaire B qui sont déjà différentes. C'est les colonnes du milieu et de droite. Alors pourquoi il y en a 2, on ne sait pas. En tout cas, il y a une réécriture.
Dans la deuxième version, on ajoute un préambule qui n'existe pas dans la première. On ajoute également un élément de localisation des biens qui sont donnés avec une estimation de la superficie d'un bien. C'est intéressant. On ajoute également des souscriptions en bas et des formules de corroboration de validation. Mais la version la plus intéressante du texte, c'est la première, qui est connue par une copie tardive du 18e, parce que là, on a vraiment la version en scripta, pour le coup. Voilà. Ok. Ista vinea queme me avea nomine à manger d'habit. Alors d'habit pour d'édite avec un futur à la place d'un parfait. Ça choque, mais en tout cas là, on a finalement, avec la copie la plus récente, le texte dans sa version la plus brute. Et ensuite, on a la transformation en latin, je dirais, standard. Et ensuite, dans la dernière version, une meilleure coordination des phrases les unes avec les autres. Donc on a vraiment un latin scolaire qui vient s'imposer. Bon, alors, je vais aller accélérer. J'aurais pu parler aussi donc, des narrations avec actes diplomatiques, des cartulaires chroniques. On peut évoquer la vie de Saint-Pierre Chavanon, j'en dirai un petit mot. La chronique de Saint-Lomère de Moissat. Ah, c'est mieux comme ça. Et puis, la chronique de Jean-Pierre Le Vif, dont je vais reparler. Je laisse les chroniques étrangères à l'Auvergne, encore que celles de Saint-Lomère de Moissat sont intéressantes. On peut avoir des documents diplomatiques qui sont insérés dans des textes, dans des manuscrits littéraires. Ici, un recueil de vie de Saint de Mauriac, extrêmement important. Vous verrez pourquoi. Alors, la chronologie, je vais passer dessus. Je dirais simplement que la chronologie, évidemment, des textes est différente selon les fonds, c'est-à-dire selon les donations. Brioude a beaucoup de donations au 9e, début 10e. Ensuite, c'est Saucilange qui prend le dessus. Sur les aspects linguistiques, je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, on a la scripta latina rustica jusqu'à 1050, c'est quasiment à l'année près. Je ne sais pas l'expliquer. Ensuite, on a un latin scolaire restauré qui est extrêmement propre, en tout cas à la cathédrale de Clermont, dès les années 1060. Et puis, on a des textes qu'on aurait pu mentionner, sur un laps de temps relativement court à la charnière du XIIe et XIIIe siècle, le latin farci, c'est-à-dire des textes où on change de langue plusieurs fois au cours de la même charte. J'aurais pu vous en montrer un exemple, mais je n'ai pas le temps. Et puis on a aussi à cette charnière des XIIe et XIIIe siècles une évolution dans les pratiques de validation des actes, avec la raréfaction des témoins et les souscriptions autographes ou allographes, et l'apparition du sceau, et aussi une période qui va d'à peu près du milieu du XIIe à 1215, où on a l'utilisation du chirographe, c'est-à-dire qu'on expédie deux ou davantage de versions du même acte aux parties contractantes, et on met une devise ou l'alphabet ou le mot chirographum, c'est-à-dire manuscrit en grec écrit à la main, à la jointure avant le passage du scalpel qui subdivise la peau en deux expéditions. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui aussi pourrait justifier la chronologie. Alors typologie, je vais passer peut-être très vite. On a en gros des transactions, souvent à l'attention au bénéfice d'établissements ecclésiastiques, avec des donations, des ventes, des échanges, des concessions. Et le texte qu'a montré Arlette tout à l'heure, c'était par exemple une donation avec souvent réserve du fruit végé, c'est-à-dire que le donateur garde la jouissance du bien de son vivant et après la mort, le bien passe à l'établissement bénéficiaire. Alors, on a aussi des documents qui ne sont pas exactement des chartes, des notices, mais qui sont néanmoins consignés par écrit. On a une notice de plaide, c'est-à-dire des décisions judiciaires, des arbitrages, des autodéditions, des individus qui se donnent avec leurs biens à un établissement monastique, des contrats de mariage, un testament, etc. Alors, je vous montre ici un contrat de mariage de 1065, puis quand même Péronnel-Burion, puisqu'il en a été question tout à l'heure. Donc ce grand testament, pas d'une moniale, mais d'une dame noble qui avait son hôtel, place du Terrail, par ailleurs. Alors des diplômes aussi, c'est-à-dire émanant d'autorités importantes. Alors je passe sur les diplômes royaux ou les bulles, qui sont les diplômes pontificaux. Dans tous les cas, il s'agit de confirmer des biens, et souvent sous forme de liste. Alors ici, j'évoque juste deux documents d'Étienne II, très proches dans le temps, 1959-1962, qui prennent une forme solennelle qui rappelle celle des diplômes pontificaux ou impériaux, avec chrisme, ruche, sceau, plaqué, disparu, etc. Et ça montre justement qu'Étienne II agit d'une certaine manière en prince, y compris dans sa diplomatique. Alors ça, c'est une copie moderne de Baluse. Il faut toujours rappeler l'importance de Baluse. Et je termine par une sorte de diplôme pontifical important,
conservé dans le fond de Cluny, mais également copié dans les cartulaires de Cluny de Saucinange, qui est une sorte en fait, de diplôme pontifical, à l'époque où l'évêque de Clermont agit encore en arbitre vis-à-vis des communautés ecclésiastiques de son diocèse, communautés régulières dont des établissements clunisiens, et aussi le chapitre cathédral, qui devient une institution à part entière. Et donc là, en fait, il fait comme une bulle, l'équivalent d'une bulle, sauf que c'est en son nom en tant qu'évêque. Il gouverne vraiment son diocèse. Donc les mentions d'Orsage, j'en ai parlé. Et Jacques Seller, donc le censé de Notre-Dame du Port évoqué tout à l'heure, c'est celui-là. Donc vers 1200 à peu près. Donc les documents listes qui sont pleinement occitans, à une époque où on pratique la charte farcie par ailleurs. On peut aussi avoir donc, des documents mixtes, c'est-à-dire cartulaire chronique. Donc là, un extrait de la chronique de Saint-Lomère de Moissat, où vous voyez, vous avez des petits chapeaux narratifs, et à l'intérieur de cette structure narrative, en fait, des chartes ou des notices qui sont insérées. Et puis on peut aussi avoir, on a des exemples dans Cluny et aussi au chapitre cathédral de Clermont, des chartriers qui ont été intégrés aux chartriers ecclésiastiques, c'est-à-dire que des biens ont été donnés ultérieurement, et on a pu récupérer au passage des transactions entre particuliers, des actes privés entre laïcs, qui sont des choses extrêmement rares, puisque la production écrite est essentiellement dans les mains des clercs. Alors je vais finir par... vous me donnez 5 minutes ou pas? Ça dépend, on vous comparte à 12h30 tapante. Ok, on ne fera pas de discussion, ou alors on la fera après. Bon, ok. Vous êtes tous les deux présents cet après-midi? Oui, oui. Bon. Donc on fera la discussion effectivement au tout début de l'après-midi, en se donnant rendez-vous plutôt à 14h15 qu'à 14h30. Voilà, bien. Parfait. Ça me va. Merci beaucoup. Alors, j'en viens donc à la question, pourquoi produire de l'écrit, pourquoi le conserver, et comment on fait, surtout quand on a des informations qui sont discordantes. Alors, je vais d'abord montrer des cas d'informations concordantes, mais peut-être un petit peu bidouillées, et ensuite montrer un exemple qui me tient à cœur, qui est celui de Mauriac, où il y a vraiment un gros problème. Et là, c'est la question de la valeur de l'écrit, des fake news qui va apparaître, vous allez voir. Donc, évidemment, l'écrit, il est là pour la valeur probatoire, une preuve en justice, une valeur mémorielle, conserver le souvenir de l'histoire de l'institution, d'un individu majeur. On a vu l'importance des réécritures, des remaniements. Pourquoi ces 3 versions du même charte de Cluny? On ajoute des clauses combinatoires, on ajoute des préambules, on donne une forme plus solennelle à un acte qui ont été dépourvus au début. Il s'agit de garantir des droits. Une partie de la production écrite émerge à l'occasion de procédures contentieuses. Et au-delà, on a ce qu'on peut appeler des instruments discursifs, c'est-à-dire qu'on tient un discours qui finalement tient lieu de preuves et de garanties, y compris morales. Alors, un exemple très rapide de concordance et de complémentarité, c'est le dossier de Pébrac. Donc je reviens sur cette charte que j'ai utilisée. On voit qu'en bas, parmi les témoins qui garantissent l'acte, il y a un certain Guy et un Pierre d'Artoux, Artoux dans le Césalier, secteur du Luguet, Étienne de Villebriou, on s'en fiche. Et on voit que dans la chronique, plutôt dans un ajout manuscrit à la chronique, on ajoute les noms de ces 2 personnages, Pierre et Guy d'Artoux, qui sont effectivement parmi les tout premiers laïcs chevaliers, probablement qui se convertissent à la vie monastique et qui sont les premiers disciples de Pierre de Chavanon dans les années 1060. Voilà. Donc là, on a une concordance finalement entre le document diplomatique et la vie. On peut même dire que la Vita, qui est connue par un manuscrit du XVe, a été faite à partir du chartrier, entre autres. Donc là, ça marche. Je passe sur le deuxième exemple parce qu'il a été traité, mais on a des éléments biographiques par les chartriers sur les troubadours. Alors évidemment, Dauphin, l'évêque d'Auvergne, mais Aible du Ciel a quand même une dizaine de mentions qui permettent de voir la carrière ecclésiastique et financière d'ailleurs du personnage, puisqu'il était gestionnaire des deniers, des gros domaines céréaliers du chapitre cathédral en Limagne. Et donc, j'aborde l'exemple sur lequel je vais m'appesantir un peu plus, qui est celui de Mauriac. Alors, Mauriac, je ne sais jamais si c'est en Haute ou en Basse-Auvergne. C'est en Haute-Auvergne, mais voilà, diocèse de Clermont. Alors, vous allez voir pourquoi diocèse de Clermont et pas... Ouais. Alors, Mauriac, c'est en principe un prieuré dépendant de l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif de Sens. Et Mauriac dispose de 3 types de documents, ce qui en fait un exemple vraiment exceptionnel pour notre période. Un polyptyque, c'est-à-dire un inventaire des biens fait à l'époque carolingienne sous Louis le Pieux.
l'existence de ce polyptyque est attestée par un document ultérieur qui est authentique, mais ce polyptyque est interpolé. C'est-à-dire qu'on y a ajouté des choses. Il est bidouillé, il est très bidouillé en fait, beaucoup plus qu'on ne l'a dit même. Le gros morceau de l'histoire de Mauriac, c'est la chronique de Saint-Pierre-le-Vif, rédigée au début du XIIe siècle par l'abbé Arnaud pour justifier la reprise en main, ou la tentative de reprise en main du prieuré par l'abbaye mère de Mauriac, de Sens. Le polyptyque est connu par son insertion dans une fausse donation par Clovis II plutôt que Clovis Ier, à sa fille Théodechile, etc. Bref, dossier extrêmement compliqué. Mais à côté, il y a les actes de la pratique, et c'est là que ça commence à m'intéresser. Alors, je passe sur le détail des événements, mais il y a 10 pages très longues qui sont racontées par cette chronique exogène à l'Auvergne, qui est française, hein, tuez tous ces Français, c'est ce que disent d'ailleurs les Mauriacois quand ils voient les gens d'Oïl arriver. Je passe sur le détail, mais en gros, à 5 reprises, l'évêque Pierre Roux refuse d'exécuter les décisions pontificales et les décisions du légat pontifical. Ça se passe très mal. En fait, il y a une guerre civile interne au prieuré de Mauriac, le doyen et une majorité de moines étant opposés en fait aux Français, c'est-à-dire à des moines qui sont d'importation et qui sont fidèles à l'abbé de Sens. Et cette guerre civile se retrouve également dans la chevalerie et dans la population qu'on appelle bourgenses, mais ce n'est pas des bourgeois à l'époque, mais c'est des habitants de la localité du faubourg à l'extérieur de la ville. Donc, il y a des faits extrêmement graves, il y a un clerc qui est énucléé, etc. Et à 5 reprises, l'évêque refuse absolument d'exécuter les sentences, etc. Il y a une première tentative d'arbitrage par des nobles, en particulier par les seigneurs de Ventadour, avec un plaid tenu à Évaux. On décentralise, on dépayse l'affaire. Et puis finalement, à la fin, l'évêque vient faire amende honorable, il va à Bourges, il va à Fleury, et comme par hasard, il meurt. Il tombe malade sur le chemin du retour et il meurt. Et la date est absolument, par ailleurs, confirmée par l'obituaire de Clermont. Alors, tout ça montre, d'après la version des moines, que les Auvergnats sont des affreux, que l'évêque est infâme, que les chevaliers doivent être excommuniés, etc. Parce qu'évidemment, il s'agit d'excommunier les fauteurs de troubles. Sauf que ce que dit la documentation diplomatique, c'est pratiquement le contraire. Alors d'abord, on lit dans la chronique que, soi-disant, l'abbé de Saint-Pierre-le-Vif a reçu l'hommage de Guy Raoul, seigneur d'Escorail, qui est le gros château voisin. Le problème, c'est que 8 ans avant, on a l'hommage en original à l'évêque de Clermont, par les mêmes seigneurs, pour le même château, avec des précisions pour obligation du droit de gîte, etc., de mise à disposition pour l'évêque de la forteresse en cas de guerre, puisqu'on sait très bien que l'évêque fait la guerre et quand il va à Aurillac, il a ses propres chevaliers, etc. Donc c'est déjà un gros problème. Il faut ajouter qu'on a par ailleurs des notices, 3 notices qui sont conservées dans un recueil de vie de saints de Mauriac. Donc ce n'est pas une source extérieure. Et ces sources montrent que finalement ça se passe très bien avec la chevalerie locale. Donc en fait, ce sont les vassaux du doyen indigène qui se rebellent contre l'intrusion étrangère. Et grégorienne, bien entendu. Alors malheureusement, la photo n'est pas très bonne là. Alors ça, c'est quelque chose du début du XIIIe siècle qui est aussi consigné dans les marges du recueil de vie de saints. On voit qu'il y a une Saora qui est monaque au prieuré de Mauriac. Donc la réforme grégorienne n'est jamais arrivée à Mauriac, un siècle plus tard. Voilà ce que ça veut dire. Et le problème devient un peu plus complexe quand on revient à ce polyptyque de Mauriac et surtout à ses interpolations. Alors je ne vais pas discuter de la strate 9e. Vous avez des biens, des cerfs, des couleurs de vache. Voilà. Je rappelle que la meilleure édition reste celle de Bruno Philippe, que celle des MGH que j'utilise. L'édition allemande est catastrophique, mais qu'on attend toujours l'édition d'Étienne Renard du FNRS de Namur en Belgique, puisqu'il s'agit d'un des trois seuls polyptyques du Midi. L'autre étant Saint-Victor et le troisième, je ne sais jamais si c'est la Maurienne ou la Tarentaise, dans les Alpes. Donc c'est un document exceptionnel. Le problème, c'est qu'on a en fait 2 niveaux d'interpolation. Alors un premier qui a souvent été vu, c'est celui des châteaux, donc qui figure ici dans l'extrait que j'ai pris en rouge. Alors autant le château d'Escorail, il existe, on le sait archéologiquement, et puis il est mentionné au 8e. Autant les autres, ce sont des châteaux féodaux, pour simplifier, Apchon, etc. Bon.
Donc ce sont des châteaux qui sont revendiqués par les moines. Alors, en plus des moines qui revendiquent des châteaux au XIIe, début XIIe, ça sent quand même la propagande grégorienne à tout va. On est prié de le croire ou pas. Plus embêtant, on a aussi des églises qui sont dites indominicales. Alors, qu'il y ait des églises domaniales dans des propriétés ecclésiastiques, ça va, mais le problème c'est qu'il y en a 39. Donc là, on a l'impression d'avoir une confirmation par bulle pontificale de biens qui sont revendiqués mais qui n'ont jamais été obtenus. Alors, je termine en me plaçant du point de vue du XIIIe siècle, qui est un peu mon pivot. Quand on prend la documentation beaucoup plus abondante au XIIIe, on voit que les églises qui sont mentionnées, donc 39 paroissiales et 3 chapelles, je crois, sont pratiquement toutes, à ce moment-là, dans les mains de l'évêque ou de l'archiprêtre de Mauriac, c'est-à-dire un chanoine du chapitre cathédral de Clermont. Ou alors, elles sont passées à des établissements créés ultérieurement, en particulier aux cisterciennes, alors j'oublie le nom de commune de Saint-Donat, Interamnes, Lavassin, ou bien à des églises de la Chaise-Dieu. Et d'ailleurs, les moines réfractaires de Mauriac disent « Nous, on veut bien se rattacher à Cluny ou à la Chaise-Dieu, mais jamais à Sens. » Voilà. Et donc l'évêque, dans cette histoire, il soutient en fait la chevalerie locale. Et tout ça pour dire que la chronique de Saint-Pierre-le-Vif, quand on la met à l'épreuve de la documentation diplomatique, y compris la documentation interne à Mauriac, il ne reste plus rien. Il reste une narration qui est simplement une pétition de principe qui vise à fonder, par l'interpolation du cartulaire et par la chronique, les revendications des moines de Mauriac. D'ailleurs, ils n'ont jamais eu de bulle. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, conclusion, les moines, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Je m'arrête là parce qu'il est l'heure.